Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 20 octobre 2020, au sommaire ce soir. Direction l'hôpital d'Annecy pour débuter cette édition. Pour faire face à une demande de tests de dépistage de plus en plus élevée, les services ont dû se réorganiser pour gagner en efficacité. Immersion dans le service PCR avec Fanette Debuisson. Et puis nous partirons au cœur des Bauges pour voir comment s'effectue le déploiement du très haut débit, promis il y a maintenant 10 ans par les pouvoirs publics. Dans certaines zones rurales, la fibre optique est déjà en place pour le plus grand bonheur de la population. On démarre ce journal avec la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Le centre hospitalier Annecy-Genevois a déclenché ce mardi le niveau 2 de son plan blanc. Une décision qui intervient alors que les derniers chiffres des taux d'incidence et de positivité montrent une nette augmentation de la circulation active du virus en Haute-Savoie. Le niveau 2 du plan blanc prévoit notamment un renforcement des équipes médicales, l'extension des capacités d'accueil en réanimation, pouvant aller jusqu'à 60 lits, ou encore l'ouverture d'unités dédiées aux patients Covid+. Par ailleurs, le Change annonce surveiller de près la situation au sein de l'EHPAD Saint-François et au pôle gériatrique de Sénaux, où des clusters sont en cours de formation. J'ajoute qu'à Chambéry, 3 crèches ont été fermées, l'île au Trésor, la Sauvageonne et le Pain d'épices. Un regain d'activité qui a déjà impacté le laboratoire de l'hôpital d'Annecy, et ce depuis 8 mois bientôt. L'organisation du service d'une centaine de personnes a été fortement chamboulée par la crise sanitaire, et notamment le secteur PCR. Et pour tenir les délais de tests Covid de plus en plus demandés, les équipes ont dû s'adapter. C'est un reportage signé Fanette Debuisson. Des tests Covid, encore et encore. Nous sommes au laboratoire de l'hôpital d'Annecy, dans le secteur PCR, cette méthode de test moléculaire utilisée dans de nombreux dépistages. Habituellement, 4 techniciennes y travaillent. L'équipe a été renforcée et réorganisée pour absorber la hausse d'activité liée à la Covid. Elle représente 80% des tests réalisés aujourd'hui. Dans la première vague, la situation était un peu différente parce que globalement, l'ensemble de l'hôpital a réduit son activité pour le tout venant. Donc nous, on faisait des dépistages hors les murs, on faisait plein de choses différentes. Et ça s'est arrêté. Donc nous, on a injecté le personnel qui était libéré dans l'activité de PCR Covid. Maintenant, c'est un peu différent parce que finalement, l'hôpital a repris son activité normale. Pour donner un ordre de comparaison, chaque année dans l'épidémie de grippe qui dure globalement de fin décembre jusqu'à, on va dire, début avril, on fait à peu près 2000-2500 PCR, donc la même technique que pour le Covid. Et là, en quelques mois, on en a fait 10 000. Donc on est à, en gros, une capacité 4 fois supérieure de production de ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc le week-end, normalement, il n'y a pas d'activité biologie moléculaire. Donc là, c'est la première chose qu'on a dû mettre en place, c'est effectivement pouvoir fonctionner le samedi et le dimanche. Et puis, surtout, il a fallu aussi qu'on élargisse notre plage de travail. On a dû dédoubler les équipes pour couvrir une plage globalement de 8 h du matin jusqu'à des fois 22 h. Au pic de l'épidémie, pendant 2 semaines, on a travaillé jusqu'à 22 h. De lourds investissements ont aussi été réalisés pour automatiser les tâches les plus répétitives. Cet extracteur permet de purifier les prélèvements avant leur amplification qui révèle le virus grâce au réactif. Une série de 24 tests devenue insuffisante. Acquise mi-avril, cette nouvelle machine en réalise 48 en un seul cycle. Il faut qu'on accepte de travailler plus rapidement, plus simplement. Des fois, on va conserver des prélèvements de telle sorte, il faut qu'on soit un peu plus rapide. Et ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a proposé d'emblée de proposer au centre de prélèvement les réactifs qu'on utilise nous. Au lieu de passer transitoirement dans un premier prélèvement, puis après remettre dans nos réactifs, on a conditionner directement nos réactifs qu'on a distribués au centre de prélèvement. Donc comme ça, on a gagné une demi-heure, 3/4 d'heure. Autre acquisition, cette machine en cours d'installation. Elle remplacera ces manœuvres délicates et laborieuses pour libérer du temps aux techniciennes de laboratoire. Là, je suis en train de distribuer une plaque de mix. Donc ce sont les réactifs qui vont nous servir à mettre en évidence le Covid. Et on n'aura plus qu'à rajouter notre extrait d'ARN, pour le coup, de chaque patient à l'intérieur de chaque puits. On travaille sur des petits volumes et ça demande de la concentration. Chaque jour, près de 250 tests sont réalisés au laboratoire de l'hôpital d'Annecy. Pour 80% d'entre eux, les résultats sont rendus en moins de 24 heures. Et j'ajoute que l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes demande aux établissements de santé publique et privés de l'Ain et de la Savoie de procéder à la déprogrammation des opérations pour une durée de 15 jours. Les travaux de construction de la passerelle de franchissement du Rhône entre la Balme en Savoie et Virignien
dans l'Ain sont entrés dans leur dernière phase. Cet ouvrage d'une longueur de 170 mètres qui fait partie de la Via Rona devrait être ouvert à la circulation à la fin de l'année 2020. Une visite de chantier était organisée la semaine dernière. On écoute Auguste Picolet, le vice-président du conseil départemental de Savoie en charge des routes à ce sujet. C'est une passerelle dont les premiers travaux ont démarré il y a maintenant près de 2 ans. On arrive au terme de ce chantier. Un chantier important puisque cette passerelle elle va coûter aux environs de 2 millions d'euros. Une passerelle qui permettra aux cyclistes de franchir ce bras du Rhône et d'aller soit en direction de l'Ain, soit pour les cyclistes venant de l'Ain venir en Savoie. C'est un projet qui était très attendu et qui rentre dans le projet de la Via Rona. Et ça permettra donc de partir du département de l'Ain pour aller en Savoie, là aussi où il y a un effort important qui est fait en matière de pistes cyclables, puisque uniquement cette année 2020, le département de la Savoie va réaliser près de 20 km en Combe de Savoie de pistes cyclables. C'est un bel ouvrage important et puis je dois dire aussi avec un financement exceptionnel, avec de nombreux partenaires, bien sûr la région, les 2 départements, l'Ain et la Savoie, la CNR, l'État, l'Europe. Il y a eu un vrai partenaire financier sur ce projet. L'Université Savoie-Mont-Blanc a inauguré ce lundi son école universitaire de recherche Solar Academy. À partir de la rentrée 2021, 40 étudiants apprendront à optimiser l'utilisation de l'énergie solaire dans l'habitat. Financé à hauteur de 4,1 millions d'euros pour les 8 années à venir par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la Solar Academy aura également pour objectif de favoriser la transition énergétique. En France, le bâtiment représente 40% de notre consommation en énergie. On écoute une professeure de cette future école au micro de Lorena Burdeck. Cette formation ouvrira à partir de septembre 2021 et elle va traiter de la transition solaire dans les environnements bâtis avec une approche très intéressante, pluridisciplinaire entre les sciences dures, l'ingénierie, les mathématiques, les sciences de la matière et les sciences qu'on peut appeler SHS avec un côté économique, juridique, mais également avec une ouverture sur les sciences sociales. C'est plutôt des étudiants qui vont ensuite poursuivre des carrières de recherche ou des carrières dans des bureaux d'études assez spécialisés pour comprendre les différents mécanismes qui empêchent la transition solaire finalement de se faire, la transition énergétique, c'est-à-dire à la fois sur les côtés techniques pour savoir également déployer effectivement des gros projets solaires sur les toits des bâtiments, sur les industries, dans les villes, pour l'intégration de ces panneaux solaires dans les réseaux énergétiques avec une partie stockage et puis également comprendre tous les mécanismes, je dirais des politiques publiques et juridiques, quels sont les freins par exemple sur les politiques fiscales, sur les subventions qui pourront être levés pour que cette transformation ait lieu. 3 millions d'euros, c'est la somme que la région Auvergne-Rhône-Alpes vient de débloquer en urgence pour les associations sportives du bassin annécien. Ces dernières s'étaient rassemblées ce samedi au Parc des Sports d'Annecy, toujours sous le coup d'une fermeture administrative. Cette somme sera principalement attribuée à la réfection des équipements qui font défaut depuis maintenant plusieurs années déjà. On écoute à ce sujet Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. J'ai proposé d'abord qu'on voit club par club mettre en place des aides d'urgence pour ceux qui peuvent en avoir besoin, parce que le Covid a fragilisé les situations. Deuxièmement, qu'on regarde au niveau du matériel, et notamment des véhicules de transport, pour pouvoir les accompagner, parce que c'est des clubs qui ont beaucoup de déplacements. Pour ça, moi je suis prêt à débloquer en urgence au minimum 3 millions d'euros, que je vais flécher sur Annecy et sur les clubs. Et ce que j'ai demandé, c'est qu'on me soumette très vite des projets, que je puisse derrière dire on y va, feu, et que ça nous permette enfin d'aider les clubs au niveau de ce qu'il y a. Pour moi, soyons clairs, si jamais on avance vite, qu'on est capable de dessiner un peu le projet, à quoi il ressemble, on doit avoir des choses qui doivent pouvoir commencer en 2021. C'est l'objectif qu'évidemment il faut se fixer. Et ça peut commencer à la base, c'est refaire des vestiaires, refaire les lieux où les sportifs se préparent, réfléchir à une salle de musculation qui soit en équipement croisé. C'est des choses aussi concrètes que ça qu'il faut sortir maintenant. Et la région aura est également au chevet des propriétaires des centres équestres. Depuis le début de l'année, vous le savez, les mutilations de chevaux se multiplient. 200 enquêtes sont ouvertes en France actuellement pour de tels sévices. La région Auvergne-Rhône-Alpes a donc décidé de venir en aide aux élevages, centres équestres et autres structures propriétaires de chevaux. La commission permanente a en effet voté à l'unanimité le financement de l'achat de caméras de surveillance pour lutter contre ces actes de malveillance. 100 000 € ont ainsi été débloqués. Le dispositif est ouvert jusqu'au 4 décembre et les demandes d'aide seront traitées par le Conseil de la filière cheval en Auvergne-Rhône-Alpes.
On passe à notre invité ce soir. Nous allons parler montagne et médecine avec Pascal Zellner. Bonsoir. Installez-vous. Vous êtes le président de l'IFREMONT, l'Institut de formation et de recherche en médecine de montagne. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la structure? L'IFREMONT est un institut de structure associative qu'on a fondé à 5 avec Manu Cauchy, Jérôme Moracchioli, François Lecoq, Guy Dupéré et moi-même en 2005. En fait, le but, c'était un peu d'avoir un lieu où partager un peu l'expérience qu'on avait acquise au fur et à mesure de nos expériences, et puis d'avoir un lieu assez unique pour faire de l'expérimentation, de la recherche appliquée dans le massif du Mont-Blanc, parce qu'on avait à la fois l'altitude, le froid, qui sont les deux principales pathologies qui sont mises en jeu en alpinisme et puis dans la médecine de haute altitude. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure, de créer l'IFREMONT? Depuis toujours, on se disait qu'il fallait un endroit pour passer un peu le témoin aux futurs médecins et puis essayer d'améliorer nos conditions d'exercice en médecine de montagne, que ce soit le médecin de famille qui sont en médecine de montagne, comme le médecin du secours en montagne, donc c'était un échantillon assez vaste. Et puis, grâce un financement européen, qui était dans le cadre des projets FEDER à l'époque, on a pu se lancer avec différentes missions à remplir. Et donc, on voulait essayer de monter un pôle d'excellence centré sur la médecine de montagne au pied du Mont Blanc. Voilà. Emmanuel Cauchy, l'un des cofondateurs, est décédé en avril 2018. Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé au sein de l'IFREMONT depuis sa disparition? Il a laissé quand même un grand blanc, parce que Manu, il avait une force de travail et puis de positivisme permanent qui nous manque. Et sinon, il a fallu quand même se réorganiser parce qu'il était quand même salarié à temps plein de l'Institut et donc il abattait beaucoup de travail. Et donc on s'est repartagé aux médecins qui restaient les tâches, mais de façon bénévole, puisque la plupart des médecins qui interviennent sont bénévoles. Et puis dans le cadre des projets qu'on va financer soit sur des fonds propres, soit sur des financements européens, on va pouvoir à chaque fois, en fonction du projet, embaucher des personnes qui vont travailler sur le projet. Où en est aujourd'hui la recherche sur la médecine de montagne? Alors, elle avance toujours, sachant que nous, à l'IFREMONT, maintenant, on s'est vraiment focalisé sur ce qu'on appelle la recherche appliquée. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de recherche fondamentale sur les cellules, sur les tissus. Il y a par exemple le laboratoire HP2S à Grenoble qui fait ça très très bien, et nous, on n'a pas la structure pour le faire. Donc c'est par exemple se poser la question, tiens, et si on mettait quelqu'un qui a des gelures dans le caisson de recompression, est-ce que ça marche mieux? Donc c'est vraiment trouver des solutions qui vont nous servir sur le terrain, soit pour mieux exercer la montagne, soit pour mieux traiter les alpinistes en zone de montagne. Les pratiques en montagne, la montagne évolue sans cesse. Vous arrivez à suivre toutes ces évolutions? Ah oui, puisqu'on est nous-mêmes passionnés de montagne et acteurs, et le plus souvent en montagne. Et puis souvent, on est nos propres cobayes des idées qu'on veut tester sur le terrain. En tant que professionnel, comment est-ce que vous avez vécu ces derniers hivers qui ont été marqués par de nombreux accidents et même quelques actes d'inconscience en montagne? Alors moi, j'ai toujours du mal à dire que c'est des actes d'inconscience parce que un jour ou l'autre, en tant que montagnard, on s'est toujours dit bon, allez, là, ça va passer. Et puis, le plus souvent, on frise la correctionnelle et puis il ne nous arrive pas grand-chose. Pareil, quand Manu est décédé, personne n'aurait pu croire qu'à l'endroit où c'est arrivé, il y aurait pu avoir cette avalanche qui lui a été fatale. Voilà, il n'y a pas de zone non dangereuse en montagne. Et puis, si on choisit d'y aller, il faut en assumer les conséquences. Mais c'est vrai que la pratique, elle évolue. Le réchauffement climatique est maintenant une réalité. La saison d'été, elle est complètement modifiée. Et c'est sûr qu'il faut en tenir compte sur les courses, sur la pratique estivale. Vous êtes fier aujourd'hui de tout ce que vous avez pu mettre en place avec vos collègues de l'IFREMONT depuis les débuts de l'IFREMONT, justement? On est très contents. Et puis surtout, ça reste quand même une aventure de copains. Et ça, c'est vraiment une satisfaction importante. Et puis, c'est essayer de continuer à garder ce positivisme, cette énergie positive que Manu avait apporté au projet dès le début, en fait. On sent qu'il est encore très présent. Vous faites souvent... Oui, il est encore très présent. On a eu beaucoup de mal à se passer de lui. Hein. On a mis, je pense, une bonne année et demie à digérer son décès. Hein. Quels sont les futurs grands axes de travail là, pour les mois, les années à venir au sein de l'IFREMONT? Toujours la formation. Notre but, c'est quand même d'apporter des formations pratiques aux gens qui vont en montagne, que ce soit ici ou
dans le cadre d'expéditions en haute altitude. Et puis grâce au soutien des principaux voyagistes français, c'est aussi d'aller former les guides locaux, parce qu'il y a encore un gros travail de formation à faire sur place pour que nos patients français soient bien pris en charge sur le terrain par les guides locaux. Et puis c'est de faire de la recherche appliquée en essayant à chaque fois de financer en gros deux projets de recherche appliquée par an. Donc soit en utilisant ce qu'on gagne en faisant payer les formations, et puis en profitant de financement de projets européens ou de dons, sachant que maintenant on est reconnu d'utilité publique et donc que les gentils donateurs peuvent défiscaliser officiellement. Voilà. On a beaucoup parlé de la Covid depuis le début de ce journal. Elle a impacté aussi ce que vous faites, ce que vous proposez, votre pratique? Elle impacte directement parce que certains professionnels de la montagne ont été assez sévèrement touchés par la Covid. Et justement, on est en train de mettre en place un projet de recherche qui va viser à étudier l'impact sur leurs futurs professionnels d'avoir contracté une Covid grave. Voilà. Donc ça, c'est un projet de recherche qui devrait débuter le plus rapidement possible et qui va durer une bonne année. Et ça va être de suivre les conséquences de la Covid sur le métier de guide, sur le métier d'accompagnateur en montagne. Et ça va modifier leur vie, c'est sûr. Merci beaucoup, Pascal Zanière. Merci à Liffremont. Merci. 10 ans après l'annonce du gouvernement de vouloir équiper l'ensemble du territoire en très haut débit, la fibre optique débarque dans certaines zones les plus rurales de nos départements. C'est notamment le cas au cœur du massif des Bauges où de nombreuses communes bénéficient déjà de cette avancée technologique. Ce déploiement devrait s'achever à l'horizon 2022. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Sur les contreforts du massif des Bauges, c'est une petite révolution qui est en cours. Petit à petit, le très haut débit s'immisce dans les foyers. Un vrai chantier, débuté il y a quelques années déjà et qui va véritablement changer le quotidien des habitants. Donc il y a une dizaine d'années, ça nous semblait très très loin, mais vous savez, 10 ans, ça passe très vite. On a eu quelques désagréments donc, pour les travaux d'enfouissement du réseau, ce qu'ils ont fait ça donc, surtout entre Saint-Jean-d'Arvey et Thoiry, avec la pose des feux tricolores. Mais bon, tous les habitants sont tellement impatients d'avoir la fibre que ça s'est très bien passé quand même. Les bandes passantes, on n'avait presque plus rien. On s'en est vraiment rendu compte, c'est lors du confinement, avril, mai, où la majorité donc, des Thoirzans travaillaient en télétravail. Et là, on a eu vraiment des problèmes, des soucis. Et il suffit que dans chaque logement, il suffit qu'il y ait encore monsieur, madame et les enfants qui travaillent aussi en télétravail. On se rendait compte qu'il y avait vraiment des problèmes. Permettant un débit 10 à 30 fois plus élevé que les installations actuelles, la fibre optique est donc en passe de s'installer dans la totalité du département, concrétisant ainsi le plan très haut débit du gouvernement adopté en 2013. Pour les Pays de Savoie, c'est approximativement 260 000 logements à la cible, dont 143 000 pour la Haute-Savoie, 116 000 pour la Savoie. Cible que nous aurons atteint en 2022. Aujourd'hui, sur ces 260 000, nous sommes à peu près à 215 000 prises réalisées déjà. Remplaçant à terme le réseau cuivré, la technologie permettra également de réduire l'empreinte écologique des communes, la fibre consommant 7 fois moins d'énergie que la DSL. Avant de se quitter, on vient de l'apprendre, le centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry vient d'annoncer qu'il passait lui aussi au niveau 2 du plan blanc. Cela signifie notamment que les visites en EHPAD sont interdites pendant une durée de 15 jours minimum. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme et ensuite le deuxième épisode de Panorama consacré cette semaine au Grand Bivouac 2020, une émission présentée par Victoria Lopez. On se retrouve mercredi pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.